Le coup tordu, 249e épisode du coup tordu. Bon, je suis content de venir parler avec vous, avec la Tib, avec Enzo. Coup tordu, podcast qui parle de vélo, podcast qui parle de cyclisme. Hein. Je le dis pour ceux qui découvrent le podcast, parce qu'il y a toujours des nouveaux qui nous rejoignent. Le coup tordu est le podcast des passionnés pour les passionnés, des interviews et des previews. 249e épisode. On va faire la preview du Het Nieuwsblad 2025, le week-end d'ouverture des Flandriennes. On est comme des dingues. On est content d'y être et on va accueillir pour ce podcast le plus flandrien des Italiens, Monsieur Enzo alias Phoenix. Ça va, Enzo? Ouais, écoute, mon moment préféré de l'année, j'ai l'impression. Excité par les... Ça va. En vrai, ça va. Un peu déçu. J'ai vu l'annonce du prochain Pokémon, ça m'a un peu déçu, mais j'ai vu que Vald allait ressortir un album, donc l'un dans l'autre, ça compense. Ah, t'aimes bien Vald, toi? Ah, j'aime bien Vald. Mais c'était un rocker, toi, à la base, en principe? Ouais, mais je sais pas, j'aime bien Vald. Ah ouais, non, mais t'as raison, mais Vald, il est lourd. Il a un titre qui s'appelle Ce monde est cruel. Pour moi, ce titre, c'est un chef-d'œuvre, mais laisse tomber. Ben, ça, on est bien d'accord sur VALD. Mais bon, on n'est pas là pour parler de musique, on est là pour parler de vélo, pour parler de cyclisme. Est-ce que, d'ailleurs, Enzo, si Nibali, pour moi, c'est le grand regret de jamais avoir vu Vincenzo Nibali sur Paris-Roubaix, hein, quand on avait vu ce qu'il avait fait sur le Tour de France 2014. Je m'étais dit qu'il l'avait dans les jambes. Paris-Roubaix est une Flandrienne. Est-ce que tu aurais été réconcilié avec les Flandriennes si le requin de Messine avait remporté Paris-Roubaix? Voilà. Pour moi, Paris-Roubaix, ça a quand même un statut un peu à part. On n'est pas sur une Flandrienne. On va dire qu'on appelle ça une Flandrienne parce que c'est une course où il y a des pavés. Mais en vrai, c'est pas une Flandrienne. Bah, c'est dans les Flandres. Enfin, ouais. la fin. Non, mais d'accord, mais je veux dire, dans l'esprit de la course, on n'est pas sur le même truc, tu vois, je sais pas. Je la mets à part. Mais je la mets à part parce que je l'aime bien. Si je l'aimais pas, je la mettrais clairement dans les Flandriennes, on est d'accord. Bon, ouais, les côtes, voilà, c'est du pavé, mais du pavé plat. Monsieur Latib, alors lui, Thibaut, c'est les chemins de vigne, plus qu'au du côté de Tours. Monsieur Latib, alias Thibaut dans la place, content de te retrouver dans le podcast, mon Thibaut. Eh ben, content de te retrouver aussi, content de retrouver Enzo, et visiblement, Enzo et moi, nous avons des goûts musicaux très éclectiques. Ah ouais, t'aimes pas Vald, Thibaut? Bah si. Ah. Moi, je suis varié, tu vois. Mon style musical, mes deux styles musicaux de prédilection, ça reste le rock, même le métal, et un truc un peu plus opposé, à savoir la techno. Mais sinon, j'écoute de tout. D'accord. Bon voilà, tu es ce qu'on appelle bon public, Thibaut. Très bien. Exactement. Parfait. Comme vous à l'écoute du coup tordu, non, c'est pas bon public, hein. On fait vraiment du pointard, du pointu. Encore une fois, podcast des passionnés pour les passionnés. Rapidement, un petit mot de Side Limit, hein, avec l'arrivée de la Bingoal Philippe Wagner-Bazin. Donc Philippe Wagner-Bazin, l'ancienne Bingoal. Alors là, le marché qui est complètement en train de partir en cacahuète. On voit qu'il y a des fans de la Bingoal qui sont arrivés, des cartes bleues, des coureurs de la Philippe Wagner-Bazin, des coureurs belges qui partent à 10 balles, à 15 balles, à 20 balles. Généralement, voilà, les cartes, on va dire, de niveau bleu, le troisième niveau, c'est plutôt $1, $2, $3 maximum. Alors là, c'est parti. Le marché est parti en cacahuète dans tous les sens. Alors, j'espère que vous avez une galerie sur Side Limit parce que c'est le moment de faire de l'achat-vente et de gagner un petit peu de sous. Je vous redonne le code de parrainage du coup tordu 0 avec le chiffre 0, en vous rappelant bien évidemment que Side Limit n'est pas partenaire de ce podcast, c'est simplement un projet. On cale au croix. Les gars, on attaque tout de suite avec la preview du Het Nieuwsblad. Ouais, parce que sinon notre cher Enzo va nous dire et va quémander de ne pas mettre trop de sous à nos auditeurs sur David et Persico. Ah ouais. Ah ouais, alors sa carte est pas partie. Non mais Pierre Barbier, habituellement c'est 3-4 balles en bleu, là il est parti à 16 balles quoi. Il est parti à, enfin c'est c'est parti. C'est parti en cacahuète totale. Bon, amis belges, bienvenue en tout cas sur Side Limit et bienvenue également dans le coup tordu. Qui veut prendre la main pour le parcours du Het Nieuwsblad? Je lui rendrai pas honneur. Je pense que Thibaut vaut mieux que ce soit toi qui s'en charge. Ouais, c'est parti. Oh bah si j'y vais, c'est du assez traditionnel. On est sur un quasi-copier de l'année dernière, on va dire, avec le retour du Molenberg qui a été un peu évincé pour cause de travaux, mais cette fois-ci, on l'empruntera. Et le Molenberg, c'est pas Wout van Aert quand il est tombé l'année dernière sur à travers la Flandre.
Il y avait pas un truc qui était en travaux comme ça, il y a aucun rapport? La rue Canariberg, c'est pas ça le nom de la... Ouais, c'est ça. D'accord. Okay. C'est ça. Okay. Et d'ailleurs, non, ça a aucun rapport. Néanmoins, le Molenberg, hein, tu connais, hein, c'est ce fameux berg où tu arrives, tu tournes sur la gauche et là c'est route étroite, ça monte, c'est du pavé et donc le placement est primordial et ça se bute avant de rentrer dedans. Bon. Plus que le parcours, parce qu'on est sur le Etniusblatt, ça bouge pas énormément année après année. Plus que le parcours, j'ai envie de dire stratégiquement, véritablement, le plus important, c'est la météo et le sens du vent, Thibaut, qui a, on va dire, une importance capitale sur ce type de course. Ouais, au niveau des conditions météo, je t'ai mis l'article à jour de Titouan sur Vélo Futé. On est sur une journée ensoleillée. Un petit 7 degrés, donc des températures assez fraîches, mais de saison. Et surtout, on a des conditions météo. Bon, le vent est peut-être un peu moins fort qu'en 2023, mais souffle dans la même direction. Et à ce moment-là, on pensait que c'était peut-être plus un sprint et que Dylan Van Baarle aurait du mal à résister vent de face au peloton, et malgré tout, il l'a fait. Mais du coup, tu l'auras compris, si je te dis ça, c'est que le vent est de nord-est de 16 km/h, donc il sera défavorable dans les difficultés principales et même en leur sommet, qui seront beaucoup plus découverts, parce que par exemple le Molenberg, on est sur des montées qui sont couvertes, mais leur sommet est découvert et les sommets peuvent être propices, par exemple à des bordures ou au moins des cassures quand le vent souffle assez fort. 16 km/h, ça paraît léger, mais ça implique aussi des montées comme le Bosberg, le sommet du Bosberg, et cette longue allée pour aller jusqu'à Ninove sera vent de face. D'accord, donc ok, donc est-ce qu'on est sur les conditions météo, on va dire un petit peu, qui avait vu la victoire de Davide Ballerini, c'était en 2019 je crois, ou en 2020 2021. D'accord, Enzo, je parlais d'un Italien qui a gagné une Flandrienne, là t'as retenu Enzo. Non, mais c'est parce que j'ai regardé la course aujourd'hui. Et tu me confirmes, ce jour-là on avait un putain de vent de face dans le final? Alors, le vent était défavorable. T'avais Alaphilippe qui avait attaqué un peu partout dans le final, mais ça se regroupait tout le temps. Après, pour moi, 2021, c'est quand même très différent de ce qu'on va voir en 2025, surtout au niveau de la start list. Pour moi, c'est ça la vraie différence. C'est qu'en 2021, on avait pas mal d'équipes qui étaient OK pour un sprint. Là, on va en avoir très peu. Même si le vent est défavorable, et honnêtement, le vent défavorable, on voit très bien ces dernières années que limite, ça joue plus en faveur d'un homme solitaire que d'un petit groupe de chasse. Donc on va en débattre, mais je mets quand même une belle différence. Thibaut a raison, on est plus proche de 2023, et encore 2023, le vent était à presque 25 km/h. Là, demain, on a 15-16, plus fort. Ça fait quand même une belle différence. Après, je suis d'accord avec toi, Enzo, sur l'histoire des sprinteurs. Maintenant, je vais reprendre une expression que je crois que t'as donné, je sais plus si tu l'avais dit dans le podcast ou en privé. Il y a les sprinters et il y a les classicman qui vont vite, et des classicman qui sont rapides au sprint, on en a un paquet sur la start list, et ça, stratégiquement, ça peut aussi jouer, hein. Les grosses équipes sont venues avec leur mec rapide qui va bien, pratiquement toutes. Thibaut, on va aller du côté de la start list. Alors évidemment, on va pas la faire en entier. On sait que la clé du game dans ce genre de course sur les Flandriennes, moi c'est ce que j'aime, et c'est pour ça que j'aime vraiment ce type de course, parce que pour moi c'est vraiment le vélo collectif. On a vu, ça a été un petit peu initié par les différentes équipes de Patrick Lefebvre, à savoir que dans les monts on y va, on attaque, on essaye de se retrouver en supériorité numérique à l'avant, toujours être en position de surnombre par rapport aux autres,
Et là, on a à peu près gagné la course. C'est ce que la Visma a réussi à faire magnifiquement les 2 dernières années avec la victoire de Van Aert, on avait gagné une, et l'année dernière c'était Jan Tratnik, le tracteur, qui avait gagné. Donc on voit vraiment que le surnombre est décisif dans ce genre de course. Alors Thibaut, petit tour de la start list et tout simplement, quel est le collectif qui t'impressionne? Enzo, t'allais dire un truc. Si je peux me permettre, l'année dernière, ce qui a surtout aidé, alors le surnom bien évidemment, mais c'est le fait d'avoir un homme à chaque échelon de la course aussi. Parce que Tratnik n'était pas à l'avant. Tratnik ne faisait pas partie des mecs à l'avant. Il était dans le groupe de derrière et justement, il empêchait les attaques. À un moment, ça se rejoint. Et c'est lui qui, au final, c'est peut-être le plus économisé par rapport à ses 3 potes, qui a pu réattaquer dans le final. Donc là où la Visma a super bien joué, c'est réussir à avoir des mecs assez forts pour les mettre à, je crois, 3 à l'avant. Jorgensen, Van Aert et Laporte. Et derrière, tu avais le chien de garde Tratnik qui a pas mis un coup de pédale, juste de temps en temps pour aller chercher peut-être un Mohoric ou un mec comme ça. Et c'est tout. Et c'est là-dessus qu'ils ont été très très forts. Toujours avoir un mec à chaque échelon de la course, juste au cas où. Ah mais ils ont, on va dire que la Soudal, enfin les équipes de Patrick Lefebvre avaient un petit peu initié ce surnombre tactique dans les Flandriennes qui permettait vraiment de gagner. Ils en ont gagné à la pelle des Flandriennes de cette manière-là. Mais du côté de la Visma, stratégiquement, on a été encore plus loin. Johan Cruyff avait inventé le foot total avec l'avant-centre qui défendait et l'arrière droit qui attaquait. Et du côté de la Visma, on a aussi stratégiquement inventé le vélo total, ce qu'on avait vu aussi dans la fameuse étape du Granon où la Visma avait la Jumbo à l'époque avait explosé Tadej Pogačar. Dans l'esprit, c'est un petit peu la même chose. C'est le vélo total où chaque coureur a son rôle à jouer du premier au dernier kilomètre. Et véritablement, l'année dernière, c'était une véritable démonstration tactique des Visma. Donc, en plus d'avoir les jambes, il faut aussi avoir la tête. Donc, Thibaut, sur le papier, voilà, qu'est-ce qui t'impressionne le plus au niveau du collectif? Qu'est-ce qui impressionne le plus tout le monde, j'ai envie de te dire, parce que la question c'est même pas ça, c'est comment battre les UAE Team Emirates, XRG. Enfin, quand tu vois leur équipe, Polite, Morgado, on va peut-être même Birg, on pourrait le mettre, Runergot, Narves qui peut servir un peu comme Wout van Aert ou un Christophe Laporte, tu vois, d'aimant et surtout d'épouvantail, et qui peut servir à des attaques de ses coéquipiers. Et puis tu rajoutes un Florian Vermeersch qui est dans une forme tonitruante, un Tim Wellens qui répond toujours présent. Honnêtement, t'as l'équipe. Les 8 peuvent gagner, enfin les 7. Ils peuvent tous gagner. Exactement. Honnêtement, je pense que le moins bon sur ce type de course, c'est Ergot. Et j'ai mis des guillemets avec mes doigts, personne ne les a vus. Et encore, il est méga fort. Il est méga fort, mais on sait qu'il sera réduit au rôle de coéquipier qui roule en tête de peloton tout au début, avant que son effectif mette un peu la zizanie. Moi, je le foutrais dans l'échappée matinale pour pas avoir à rouler. Non, mais le problème, c'est que si tu fais ça, tu sacrifies automatiquement un de tes co-leaders pour replacer avant la. Faut pas oublier qu'il faut quand même bien se placer avant l'entrée, soit dans l'Eikenberg, soit dans le Molenberg surtout. C'est-à-dire qu'il va falloir rouler très vite, très fort. Et donc le mec qui va faire ça, il y a de grandes chances qu'il flingue un peu sa course. Et tu fais rouler qui? Bierg peut-être. On va dire qu'après Ergot, c'est peut-être Bierg. Si Ergot c'est devant, t'as pas roulé. Ouais, non, mais il faut te placer. Non, mais il faut te placer. Tu peux pas laisser le rythme rouler. Ouais, tu peux pas. Ouais. T'as 200 kilomètres et faut pas oublier que la course, honnêtement, elle risque de commencer à se décanter à partir du Wolvenberg. Donc c'est à 50 kilomètres de l'arrivée, donc t'as quand même 150 kilomètres de course où ça va être un peu plus nerveux. Et même après ce Wolvenberg, on sait que le point vraiment stratégique qui va rentrer en jeu, c'est le Molenberg. Et ce Molenberg, il a une quarantaine de kilomètres de l'arrivée, donc va y avoir aussi du gros placement avant. Faudra des équipiers pour se sacrifier et mettre en tête de peloton tous les leaders émiratis. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans un titre d'Indochine à chaque fois, là. Canary-Berg, j'ai ça qui me résonne dans la tête, vu qu'on était dans la musique. Toi, Enzo, quel est le, alors c'est vrai que c'est quand même, on a quand même du lourd, du très très lourd sur la start list.
toi Enzo, quel est le collectif qui vraiment t'impressionne le plus au départ de ce Hetniesblatt? Bah, exactement pareil. Bah, honnêtement, je te dis, à part Ergort et peut-être Bjerg, je pense que les 6 autres peuvent gagner la course. Mais enfin, dans des situations différentes, mais pour moi, t'as 6. Allez, je vais peut-être enlever Vermeers, tu vois, au niveau du palmarès, mais t'as 5 mecs techniquement qui sont co-leaders sur cette course. C'est énorme. C'est peut-être même plus fort que la Visma de l'année dernière en termes de collectif au départ. C'est du grand n'importe quoi. C'est vraiment fou. Après, si on veut être un petit peu sortir un petit peu du prisme UAE, le deuxième collectif, je dirais Lidl Trek. Je dirais Lidl Trek. T'as Stuyven, Toyns, Skoyns et Vacek. C'est quand même très très solide. Vacek a dit que c'était des courses qui lui plaisaient et surtout qui lui visaient particulièrement. Il accepte peut-être l'étiquette d'outsider qu'on lui mettrait. Et Skoyns quand même, je pense qu'on a tous en tête sa période de classique l'année dernière au général et son attaque sur le Berendries sur l'homme-loop où il a juste absolument lâché tout le monde. Alors c'est dommage, hein, derrière ça roule bien, c'est quand même Van Aert qui fait un gros effort pour revenir dessus. Je pense que si ce jour-là Van Aert n'est pas là, la fin de l'histoire est peut-être un peu différente. Et puis on a aussi Tuntenberg, hein, au cas où il y aura un regroupement, on a quand même un mec que j'allais te dire. Mais les jeunes comme ça, j'ai un peu du mal à, je sais pas. Ouais, c'est vrai qu'il faut un peu d'expérience. Mais faut pas le mésestimer, surtout au vu de son début de saison, il grimpait quand même plutôt bien du côté de Tuntenberg. Ah oui, puis en jeune, c'était typiquement le genre de course sur lesquels il perfait. Et puis, même l'année dernière, il était vraiment pas ridicule. Au final, ça reste un petit jeune, mais un petit jeune qui s'est quand même fait énormément de caisses l'année dernière avec les professionnels. Moi, dans les analyses, il y a un truc qu'il faudra que je travaille et que je pousse un petit peu davantage. Et là, on va encore passer à un niveau supérieur dans l'analyse, surtout sur ces courses où la tactique est vraiment très importante. Regardez un petit peu le DS dans la voiture. Je suis sûr que le DS sur ce type de course est à la fois dans le bus avant la course et aussi pendant, a un rôle stratégique à jouer incroyable. Moi, je suis tombé sur un podcast, là, je vous en avais parlé, Thibaut et Enzo, en privé, avec Nicolas Pertuis, qui est pour moi le goat des goats, hein, qui est vraiment pour moi, il y a Luke Skywalker et au-dessus il y a Nicolas Pertuis dans ses analyses de course avec je crois que c'était Jérémy Saakian qui animait ce podcast pour l'équipe où ils ont reçu Tony Galopin qui parlait de son rôle de DS. Nicolas Pertuis parlait notamment de Nicolas Portal, dont on va commémorer les 5 ans de sa disparition. Ça sera mercredi prochain. Voilà, on aura toujours une pensée pour Nicolas Portal dans le coup tordu. Et regardez un petit peu qui est dans la voiture. C'est aussi quelque chose, je pense, qui est aussi assez important. Alors Thibaut, moi je vais aller vers toi. Alors ok, on a un collectif ultra impressionnant du côté des UAE. Maintenant, si on regarde ce qui se passe depuis le début de la saison et également ces dernières saisons, on voit que quand le grand patron est là, à savoir Tadej Pogačar, tout coule de source, tout est organisé, chacun fait son rôle comme il se doit, il n'y a pas d'erreur tactique. En revanche, quand le patron n'est pas là, et on l'a encore vu sur quelques courses en ce début de saison, on assiste à quelques 10 masterclass, on a l'impression qu'on n'arrive pas à faire en sorte que les mecs s'entendent les uns avec les autres. Alors toi Thibaut, est-ce que tu penses, même si on a les outils, même si on a les jambes, même si on a les hommes, est-ce qu'on va avoir le cerveau pour organiser tout ça et amener un UAE à la victoire? Thibaut? Le cerveau a bugué. Voilà. Pardon, j'avais mute le micro. J'ai dit. Je croyais que ton silence en disait long. Non, c'est la question. C'est la question parce qu'on a un collectif qui certes a énormément d'individualité, mais va quand même falloir bien l'huiler et va falloir en fait que chacun attaque à tour de rôle et puis fasse un peu plier les chines de toutes les autres équipes parce que globalement en fait faut que la majorité des effectifs soient un peu présents dans les groupes de chasse, voire un peu présents avec un élément des Emiratis pour casser un peu cette chasse et ce regroupement qui peut avoir lieu avec ce vent défavorable parce que ce vent défavorable quand même favorise un peu, suivant la taille des groupes, la mésentente à l'avant
parce que personne ne voudra faire l'effort de plus, et notamment avec un Emirati dans la roue. Donc pour moi, le collectif est beau, mais j'ai quand même ce point d'interrogation, et j'ai toujours tendance à penser qu'au final, on va avoir des conditions de course, et notamment avec les autres effectifs, où tu auras toujours quelqu'un pour rouler, regrouper, et au final, ça se finira pour moi en un sprint réduit d'une vingtaine, trentaine d'unités. Enzo, toi, est-ce que tu penses que du côté des UAE, on va réussir à mettre le cerveau avec les jambes? Je sais pas, mais je pense que en fait la force qu'ils ont, c'est dans la qualité de l'effectif au global, c'est qu'ils vont attaquer beaucoup, et ça va énormément user les équipiers des autres équipes. Et pour moi, ça va pas, justement, ça va contre le fait qu'il y aurait un sprint d'une vingtaine d'unités. C'est que ça va tellement attaquer souvent que ça va être très compliqué de rouler vraiment à chaque fois derrière, et on va plutôt être sur des questions d'attaque contre attaque. Tu vois, des mecs qui vont se chercher les uns les autres jusqu'à ce qu'il y en ait un qui arrive à sortir. Moi, je reste quand même sur une victoire en solitaire. Je sais pas encore qui, honnêtement, j'ai même pas fait mon choix. Mais ouais, je pense qu'en fait ça va être très compliqué, et aussi de s'entendre derrière. J'ai du mal à voir un groupe d'une vingtaine d'unités avec des équipes en surreprésentation qui pourront se sacrifier et rouler derrière des hommes forts, parce que être beaucoup c'est bien, mais si t'es moins fort qu'un mec tout seul devant, bah tu peux rouler autant que tu veux. Je veux dire, Van Baarle, quand il a gagné, le mec il avait 25 km/h devant dans la gueule, et jamais rentré, hein, jamais. C'est vrai que de plus en plus on arrive à voir des mecs à résister comme ça contre le vent. C'était des choses qu'on voyait pas il y a quelques années, des choses qu'on voit de plus en plus, parce que bon, quand un mec est tout seul face au vent, les mecs qui sont derrière, faut aussi qu'ils roulent face au vent. Moi, au niveau des collectifs, alors évidemment il y a des très très bonnes équipes. Le collectif des Israël, je trouve ça intéressant, avec Blackmore, Boivin, bon, lui il va être là en équipier, Mathis Louvel, très intéressant, Riley Pickrell, bon, un peu moins, je pense qu'il sera sprinter de base, mais il sera plus là en tant qu'équipier. Mon stagiaire, le stagiaire Riley Sheehan, Jake Stewart très en forme en ce début de saison, Tom Van Dasbroek un petit peu moins fort que l'année dernière en ce début de saison, mais lui dès que les Flandriennes arrivent, il allume du verre, il en met de partout. Donc voilà, je trouve qu'on a aussi un très très beau collectif, équipe assez homogène du côté d'Israël. Premier tech, voilà, mais après il y a il y a des collectifs qui sont c'est assez homogène du côté de cette start list. Moi j'ai envie de dire, on va peut-être un petit peu se lancer tout de suite dans les pronostics. Alors on va faire un nouveau truc, Thibaut et Enzo, c'est qu'en fait on va pronostiquer le mec que vous allez pronostiquer, c'est-à-dire que je ne sais pas encore, Enzo, toi-même tu ne sais pas encore sur qui tu vas. C'est une vague idée, mais je ne sais pas encore arrêté, mais j'ai une vague idée. Bon, alors Thibaut, tu vas nous donner ton pronostic et tu vas nous expliquer pourquoi tu vois la victoire de Morgado. C'est exactement le coureur sur lequel je pensais. J'ai pronostiqué ton pronostic. Ouais, mais avec ces conditions-là, je suis un peu moins chaud, parce que je me dis que Morgado, oui, à la vitesse au sprint, pourquoi pas pour aller s'imposer dans un petit groupe d'une vingtaine d'unités, mais ça impliquerait la présence aussi un peu de Jonathan Narvaez. Et à partir de là, en fait, Jonathan Narvaez a la primeur sur un Morgado. Donc en fait, Morgado, faut vraiment qu'il s'impose soit dans un petit groupe où Narvaez n'est pas présent, soit en solitaire. Donc là, je suis peut-être un peu plus refroidi en me disant que ça va peut-être pas courir de la façon dans laquelle j'espérais que ça puisse se courir. Alors, Thibaut, donc tu irais sur qui pour ce Het Nieuwsblad? Sur Paul Magnier. Oh putain, t'as le même que moi, quoi. T'as le même que moi. Thibaut, c'est pas drôle, c'est pas marrant. Non, on a le même. On s'en est pas parlé, je vous promets, vous tous qui écoutez le coup tordu, on n'en a pas parlé avant le podcast. Ouais, non, moi j'irais sur le Frenchie. Au final, il a des coureurs qui sont quand même
d'expérience et qui pourront le placer avant ses bosses. Il a la forme pour lui, il a l'envie, on sait qu'il passe bien les bosses. Après une journée qui va être quand même mine de rien usante et fatigante, c'est un mec qui répondra présent. Et si on parle par exemple d'un sprint, que ce soit réduit, voire d'un petit comité, il a quand même l'avantage 1 de la vitesse et 2 du placement. Non, mais on a exactement la même analyse. Si on prend l'équipe de la Soudal, mec d'expérience exactement, Lampard, Cataneo, Enkorn, et puis Casper Pedersen et surtout Dries Van Gestel. Je crois qu'on n'insiste pas assez sur Van Gestel. Quel bon coureur, mais vraiment quel bon coureur. Il est, pour moi, c'est un des mecs les plus sous-cotés du peloton, et à plus de 30 piges, je trouve qu'à la Soudal, on a eu raison de le ramener en World Tour. Donc, moi, je suis entièrement d'accord avec toi, Thibaut. Je rappelle que jouer avec excès comporte des risques. On n'est pas obligé de mettre de l'argent pour chercher à savoir qui sera le vainqueur. Et si on met des sous, on fait du management de bankroll et on ne fait pas n'importe quoi. Mais effectivement, moi, ça sera la victoire et le top 3 de Paul Magnier en couverture. Mais vu effectivement la forme qu'il a en ce moment, le petit vent de face dans le final et l'expérience de la Soudal, Thibaut, on est exactement pile poil sur la même analyse. Enzo, je peux vous poser une question. Je peux vous poser une question. Parce qu'après, je voudrais essayer de deviner. De deviner ton prono, mais je pense que je l'ai. Petite question. C'est quand la dernière fois que A, on a vu un coureur de 20 ans gagner l'Omloop? B, un coureur de Soudal bien placé dans le final d'une Flandrienne? Et C, un coureur remporter l'Omloop qui n'a aucune référence sur ce genre de course? Alors, je vais te répondre très clairement. Quand tu vois l'effectif Emirati et que tu émets l'hypothèse potentiellement d'une victoire de Morgado, que tu vois que le peloton se rajeunit et que cette jeunesse est assez tonitruante et s'impose très vite en World Tour, est-ce que l'argument de la jeunesse est encore un argument valable en 2025? Okay, j'accepte celui-là. Est-ce que, pour revenir sur la Soudal, sur les résultats très récents des dernières années sur les classiques, est-ce que on ne voit pas dans cet effectif des coureurs, 1, qui sont en forme, et 2, une Soudal qui peut commencer à revoir un peu de couleur, On parle de cette course, mais on peut aussi parler de Kuurne-Bruxelles-Kuurne très prochainement avec Tim Merlier. Et l'autre question, c'était ? La question, c'est un coureur qui est imposé quand il n'a aucune référence sur ce type de course. À moins que Magnier en ait après jeune, mais j'ai pas adressé là, j'avoue. Moi, je vais t'en donner, Enzo. Je vais t'en donner. Mais oui, mais au-delà de ça vient un peu avec l'argument de la jeunesse. Forcément, t'as beaucoup moins de références. Mais je suis pas d'accord. Du coup, si tu peux, là, du coup, ces deux arguments vont ensemble. Un Morgado, quand tu regardes sa saison de l'année dernière, ok, cette année, on peut dire c'est un des favoris. Si Magnier fait des belles performances cette année, l'année prochaine, on pourra dire que c'est un favori. Mais à aucun moment, quelqu'un l'année dernière dit « Ah ouais, Morgado ». Enzo, je pense que tu sous-estimes le phénomène Paul Magnier. Vraiment. On a affaire... C'est pas une question de sous-estimer Magnier. C'est pas une question de sous-estimer Magnier. C'est juste, je pense que son équipe n'est pas assez forte. Elle n'est vraiment pas assez forte par rapport aux armadas qu'il va y avoir en face, c'est-à-dire UAE, Visma et Lidl. Ça va être très compliqué. Et de 2, j'ai pas de référence concrète sur ce type de course pour me dire oui, c'est un outsider. Maintenant, est-ce que le mec a des qualités ? Évidemment qu'il est fort, évidemment qu'il a des qualités. Mais de là à en faire un potentiel vainqueur samedi, moi je trouve que c'est trop tôt. Je dis pas que c'est impossible. En fait, je ne sais pas. Enzo. Mais je trouve ça compliqué. 2021, Jake Stewart, 2e. D'accord ? Jake Stewart, 2e. Est-ce que tu estimes que le Paul Magnier de 2025 est moins fort que le Jake Stewart de 2021? On parle d'une année où c'est Ballerini qui gagne. D'accord. Alors moi, j'ai un autre exemple. 2023, Arnaud Delis, 2e. Est-ce qu'on ne peut pas estimer que le Paul Magnier de 2025 vaut... Et là, je comprends que ça fasse débat, mais pour moi, on est sur deux mecs du même calibre. Est-ce que le Paul Magnier de 2025 ne vaut pas le Arnaud Delis de 2023 ?
Mais en fait, je sais pas, sur ce genre de course, je n'ai pas d'éléments concrets sur Paul Magnier pour te dire oui ou non. Alors ça va être au feeling, et j'en sais rien. Je l'ai jamais vu sur des pavés. Enfin, sur des pavés dans ce style-là, en tout cas performer sur des pavés dans ce style-là. Je ne sais pas. Il en est capable, probablement, mais je peux pas aujourd'hui te dire oui, pour moi, c'est un des vrais outsiders pour samedi. Surtout pas, en fait, dans la manière dont j'imagine que la course va se faire. Pour moi, Magnier, il sera pas dans le groupe pour gagner. Parce que son équipe sera pas assez forte. Ah, moi, je pense qu'à minima, il sera dans le sprint du peloton. À minima. Alors oui, mais ça, c'est autre chose. Mais pour moi, il ne sera pas là pour la gagner. Je dis pas qu'il va exploser, je dis pas qu'il va faire 60 mais qu'il va mourir. Après, rembobinons un peu et sors de ton scénario préétabli. Si tu rentres dans le nôtre, avec donc un sprint d'une trentaine de coureurs, un sprint réduit d'une trentaine d'unités, est-ce que Paul Magnier peut en faire partie, et 2, s'il en fait partie, est-ce qu'il peut gagner ce sprint? Alors, oui et oui, il peut en faire partie, voilà. Et s'il est là, oui, il peut gagner. Maintenant, est-ce que à son jeune âge et en découvrant ce type de course, est-ce qu'il sera pas trop émoussé? En fait, il y a beaucoup de. C'est un monstre, Enzo. C'est un monstre. Il s'en fout. C'est un champion. C'est un champion. Un champion, oui, il passe au-dessus de ça. Un mec normal, un coureur lambda, je suis d'accord. Non mais attends. Deli aussi est un énorme champion. Deli aussi est un monstre. Et le mec grimpe le Bosberg sur la plaque. Il y a pas de problème, c'est super. Mais il l'a pas gagné. Il fait podium. Mais c'est très bien. Mais là, on parle de victoire. Les gars, on parle de victoire. Moi, je parle de victoire et de podium. Voilà. On connaît mes pronos. Voilà. Il y a toujours une victoire et un podium. Mais pour moi, il est top 3 minimum ça. C'est possible. Honnêtement, et même dans le scénario que je vois, c'est-à-dire un homme solitaire qui arrive et un petit groupe derrière, pourquoi pas? Je sais pas. Mais un favori à la victoire, pour moi, Magnier, non. Favori, non. Enzo, on va basculer. Pas de truc dessus. Ça, c'est pas assez. On verra ça samedi. Ça te paraît encore trop jeune, quoi. Voilà. Par contre, s'il performe dès samedi, ok. Là, j'aurai des infos, j'aurai plus de choses concrètes. Et sur les prochaines classiques pavés, j'entends. Alors, Enzo, on t'écoute. Quel est ton prono pour ce Het Nieuwsblad? Et pourquoi c'est Florian Vermeersch? Alors, rappelle que Florian Vermeersch avait un arrière-grand-père italien. C'est possible. Non, c'est pas vrai, je dis de la merde. Non, moi c'est le même pic que Thibaut, mais sauf que je vais pas changer d'avis entre temps. Je pense que Morgado va gagner en solitaire. Je pense qu'il va aller s'imposer en solitaire et que les coups de boutoir répétés de UAE vont avoir raison des petits groupes derrière, que ça arrivera jamais vraiment à s'organiser et que le petit Portugais ira au bout. Et là, par contre, on sait très bien que lui, ce genre de course, même s'il les aime pas, il est capable de performer. 2e du Samin et surtout 5e du Tour des Flandres l'année dernière. Et quand tu vois son début de saison et la forme qu'il a, clairement, il est en bien meilleure forme encore que l'année dernière. Je pense que le vent de face sera pas trop un problème. Parce que j'imagine pas que ça s'organise trop derrière. Et je vais aller sur une victoire de Morgado pour moi. Alors on a Wout van Aert qui est favori, qui est le favori de Gilou d'ailleurs, qui a fait un magnifique post sur les réseaux sociaux où il explique pourquoi Van Aert va remporter le Nieuwsblad. Je veux la raison, je l'ai pas vu. La raison pour laquelle il a, parce qu'il est belge. Parce qu'il est en forme. Ouais, non, parce qu'il a dit que c'était des routes qu'il connaissait par cœur et qu'il était alors là où je rejoins Gilou quand même, c'est que Van Aert, je suis pas inquiet. Alors c'est vrai qu'il y a eu des performances un peu inquiétantes dernièrement. Il y a un grand débat à avoir autour de Wout van Aert, c'est pour ça que je veux exactement avoir la raison et qu'on en débatte. Parce que le sujet Van Aert, il y a de quoi faire. Gilou, on t'attend dans le prochain podcast. Gilou, tu as le ticket d'entrée. Moi, Van Aert, je pense qu'il s'est préparé comme il s'est préparé. Et je pense qu'il était en surcompensation sur les courses qu'on a vues récemment. Après, là où j'ai un petit doute quand même, c'est que parfois certains coureurs, à force d'en faire trop, notamment à l'entraînement, à un moment donné, le corps ne surcompense plus. Et là, on commence à avoir des coureurs qui rentrent en surfatigue, ce qui était arrivé par exemple à Oliver Nassen il y a quelques années.
et à un moment donné, les mecs n'avancent plus. Donc, est-ce que il en aurait pas non plus peut-être un petit peu trop fait? Est-ce qu'il va réussir à trouver une bonne surcompensation pour réussir à tirer un bénéfice de la préparation? Parce qu'apparemment, il a vraiment fait une énorme préparation. Ça reste un point d'interrogation. Moi, maintenant, j'irai pas dessus. Cote à 5, j'irai pas dessus. Il est déjà allé en stage d'altitude, là? Avant le début de saison? Ouais. Ouais, c'est bizarre, parce que normalement, un Visma, quand ça redescend de sa montagne, c'est fort, hein. Sauf si tu redescends tout de suite et que tu t'enchaînes directement des courses et que tu utilises les dernières courses en compensation de ta montée en altitude. Sur les toutes premières, je veux bien, mais je veux dire, à part son chrono, j'ai rien trouvé de rassurant. Alors, je suis pas du tout inquiet pour ses vrais objectifs plus loin dans la saison, hein, mais je pense qu'il est encore trop juste pour le Newsblad. En tout cas, par contre, il va servir de bon épouvantail. Pour un Jorgensen qui, lui, par contre, il va redescendre de sa montagne. Chez Visma, je miserais plus sur un Jorgensen qui, de toute façon, en plus, irait beaucoup plus avec mon scénario d'un mec en solitaire. Quand tu vois sa course l'année dernière, il était très très fort, Jorgensen aussi, hein. Et Campi? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. J'ai peur moi, pour chez lui. Visma, honnêtement, je miserais, si je devais miser sur un Visma en solitaire, je miserais bien sur un Campi, hein. Ouais, moi, je mettrais plus Jorgensen. J'ai peur pour Campenard parce qu'on le relègue un peu au second plan, tu vois, genre tu roules un peu et puis si t'as ta chance, vas-y, mais ton rôle principal, c'est de protéger Van Aert et Jorgensen. Parce que Jorgensen, par contre, avec son année 2024, clairement, pour moi, il est rentré dans une autre dimension encore, même au sein de la Visma. Et puis même quand tu regardes ses déclarations sur le Tour de France, avec je peux être le numéro 2 de Vingegaard et on peut refaire la même stratégie qu'au Granon. Bon, c'est très rigolo, mais dans le fond, c'est-à-dire qu'ils en ont discuté en interne, donc clairement le mec a un statut beaucoup plus important que ce qu'il avait l'année dernière. Et il sera protégé. Et on ne lui demandera pas de rouler comme il a roulé l'année dernière, parce qu'il est quand même pas mal roulé avant d'attaquer. Et oui, et on se rappelle qu'il avait, c'était mon prono de l'année dernière. Il avait pas été très très loin de le remporter, hein, Non, mais il était fatigué. En fait, il avait dû rouler pour Van Aert dans le groupe. C'est lui qui a fait un peu péter le groupe en accélérant. Donc il avait déjà fait pas mal d'efforts avant, et puis derrière ça revenait très fort aussi. Mais n'est-ce pas le problème en fait de la Visma ou de Van Aert? Parce qu'au final, c'est à peu près le même problème qu'ils ont eu sur la Classique Rennes. Ils ont roulé pour Van Aert. On a quand même un coureur qui a fait attaque sur attaque, mais c'était pour justement forcer les autres à rouler pour Wout van Aert. Au final, Wout van Aert n'a pas les jambes, et qu'est-ce que fait Wout van Aert? Il roule pour Tulette. Donc, est-ce que en fait les équipiers ne se tuent pas avant pour Van Aert, qui au final n'est pas assez fort pour aller gagner? C'est le problème. Mais c'est vrai qu'il y avait une météo un peu différente. Moi, Jorgensen était dans ma liste, et je suis aussi pressé, on n'a pas encore parlé d'eux, hein, la Red Bull Bora. Moi, je suis aussi pressé de voir Oyer Lascano sortir de ses montagnes, parce que on sait qu'à une époque, avant de perfer pour les coureurs, il fallait. Il est pas impressionnant là. Il est pas impressionnant? Ah bah en ce début de saison, pas du tout. Mais il a pas couru encore, Lascano. Hein? Il a pas couru, je crois. Hein. Mais bien sûr que si. T'es sûr? Ben bien sûr que oui. Il était déjà là en Algarve. Ah oui, non, t'as raison. Ouais, non, il a rien montré du tout. Ouais. Ah ouais. Alors tu vois, alors pour moi, il avait, effectivement, il a pas, d'accord. D'accord. Il est à la rue. Ouais. Les frères Van Dijk, je sais que t'aimes bien, toi, Thibaut, là. Ça peut pas être une surprise, ça? Ah bah, ça a poncé les pavés pendant tout l'hiver, hein, donc à voir ce que ça donne. Mais non, j'ai du mal à y croire sur cette édition de l'Omloop quand même. Ah là là, attends, il y croit pas sur l'Omloop, mais ça va gagner Paris-Roubaix. Tu te foutrais pas un peu de la gueule du monde, toi? Il reste un mois de préparation. Mais Paris-Roubaix, ça se court différemment. Paris-Roubaix, c'est une course où tu peux anticiper et tu peux finir devant. Paris-Roubaix, c'est une course où ils étaient forts, ils ont été malchanceux. Te vexe pas. Et rappelons-le, c'est une course plate. C'est vrai. On va enchaîner, Thibaut, si tu as un deuxième nom à sortir du chapeau pour ce Het Nieuwsblad.
Mais moi, il y en a un qui m'impressionne, mine de rien. Alors oui, bon, il s'est fait trèfler au sprint par Tim Merlier et par Jasper Par Milan. Qu'est-ce que je dis moi? Par Milan. Mais au final, on l'a vu sur la première étape, il a un sacré kick. On sait qu'il a travaillé en vue des classiques, qu'il a travaillé son punch, que c'est un coureur qu'on a déjà vu sur les classiques, qui ose aussi un peu aller de l'avant et dans les petits groupes. Et mine de rien, en fait, si t'arrives en petit groupe, faut le battre au sprint, même si, bon, tu peux viser un potentiel déclassement au vu de la qualité de ses sprints, mais c'est un mec pareil, hein. Imaginons qu'un homme s'impose en solitaire, comme Enzo le voit, derrière c'est un petit groupe, hein, qui arrive, hein. C'est pas au compte-gouttes. Donc au final, Philipsen, il y a quand même pas mal de scénarios où il coche la case du podium, hein. Alors Jasper Philipsen, on n'a pas encore parlé des cotations sur ce Newsblatt. Jasper Philipsen, la cote victoire est à 19, donc je pense qu'on doit avoir une cote podium aux alentours de 5-6. Toi Enzo, est-ce qu'il y a C'était entre 6 et 7. Ok, entre 6 et 7, très très bien. Toi Enzo, est-ce qu'il y a un deuxième nom qui te plaît? Moi, c'était Jorgensen. Je dis c'est en fait Morgado et Jorgensen, c'est les deux noms sur lesquels j'hésite. Je reste sur mon scénario d'un mec en solitaire. Mais pour la victoire, m'étonne quand même. Mais honnêtement, genre pour moi, t'as tellement pas d'équipe qui veulent que ça arrive au sprint. Je vois pas qui va rouler. Pour moi, c'est juste qu'ils vont envoyer des mecs à l'avant, tous sauf Alpecin et Soudal. Et ça suffira pas pour ramener. Non, mais en fait, ce qui m'étonne, c'est que au pire, t'as quand même une Astana XDS qui vole en ce moment. T'as un sprinter qui aime bien aussi parfois aller à l'avant, qui aime bien ses classiques, qui est quand même classé comme un classique pan. Je te rappelle pas son surnom donné par Moll et ses capacités. Bon, Ballerini, ça te plaisait pas? Astana, c'est pas mal sur les points 1. Parce que, on peut en parler, hein. Astana, dès qu'il y a une course où il y a écrit UWT, ils sont nulle part pour l'instant. Donc j'attends de voir. Mais Ballerini le gagne en 2021. C'est une édition assez particulière où t'as déjà pas énormément de cadors. Ça courait pas de la même manière en 2021 que ça le court sur les dernières années. Enfin, les sprinters aujourd'hui doivent être beaucoup plus polyvalents. Et Ballerini depuis 2021, je suis désolé, hein, mais je sais pas où il est, quoi. Putain, j'ai essayé de titiller son petit côté rital et tu vois, il revient enfin dans le rang. C'est beau, ça, Vincent. Ah, mais j'ai grandi. Enzo 2025 au taquet. Moi, il y a un petit collectif que j'aime bien aussi, hein, j'avais pas trop fait gaffe. Alors, on m'a posé la question en message privé pour Tom Pidcock. Alors, il donne des déclarations un petit peu contradictoires à droite à gauche, hein. J'ai l'impression qu'il se fout un peu de la gueule des journalistes qui l'interrogent. Mais Fabio Kristen, qui est très très en forme, qui a gagné déjà une course. Frédéric Frison, on sait que sur ce type de course, c'est solide. On a Yannick Stemle, très bon aussi. Rory Tonsen, hein, notre champion d'Irlande. Beau petit collectif, Thibaut, on le place où dans l'échiquier? Pidcock, ça peut créer la surprise? Ouais, ça peut être un mec qui est placé dans pas mal de scénarios quand même. Dans un petit groupe, il a une vitesse au sprint. On sait que, par exemple, le Berendries, c'est une montée où tu peux voir une attaque de Tom Pidcock. Et puis, c'est un mec qui, au final, arrive quand même, malgré quelques petits défauts de placement, à souvent être là sur les moments clés. Ouais, tu regardes là sur les 3 dernières saisons. Alors les 2 dernières années, c'est 2 top 10, et il y a 3 ans, il fait 25 ou 26, mais parce qu'il fait pas le sprint pour la 2e place. Sinon, il aurait été, je pense, clairement dans le top 10. Ouais. On peut considérer que sur les 3 dernières saisons, il fait top 10. Ouais, c'est vrai que c'est le problème de Pidcock, c'est quand ça lui casse les couilles. Me saouler, je fais pas le sprint. Non, mais il sera à l'avant. Je veux dire, à moins d'un problème, surtout vu la forme qu'il a, il sera à l'avant, et pour moi, c'est top 10 minimum. Après. Minimum. Ouais, tiens, quand tu parlais de coureurs qui arrivent quand même comme ça et qui font pas non plus, non, on parle pas de, c'est vrai que nous on parle de victoire, mais qui font quand même des résultats d'entrée chez les professionnels sur des classiques, des coureurs assez exceptionnels comme Top Pidcock, Mathieu Van Der Poel, 2019,
Bon, saison de classique, voilà. Il est pas loin de te remporter un Ron van Vlaanderen s'il accumule pas les chutes. Bon, voilà. Il y a quand même quelques coureurs qui vont te faire des trucs. C'est sur quoi je voulais aller tout à l'heure quand tu as mentionné Morgado, par exemple, sur son Ron van Vlaanderen. Mais voilà, j'ai réussi à le placer enfin. Bon. Parfait. Thibaut, on va faire un petit tour du côté des match-up. Allez, un petit tour. On va terminer le podcast là-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose, Thibaut, qui te fait de l'œil? On a Morgado contre Vacek, on a Turner contre Blackmore, Van Gestel contre Albanese, Garcia Cortina Ballerini, Traknik Abrahamsen, Philipsen Jordi Meus, Narvaez Jasper Stuyven, on a Asgreen Lampard, Dely contre Van Aert. Dely contre, tu vois Arnaud Dely devant? Bah oui. Ouais. Moi, je dirais pas, mais ça se tient. Dely, je le vois bien. On n'a pas du tout parlé de lui, mais je le vois top 5. Mais il a toujours été très fort sur ses courses assez malchanceux. C'est mine de rien. Allez, imaginons Van Aert est devant, mais Dely globalement est avec lui. Au sprint, techniquement pour moi, il n'y a pas photo entre les deux. Van Aert a perdu de sa vitesse, il l'a dit lui-même. Et au-delà de ça, Van Aert, honnêtement. Quand tu vois ces sprints, il recule. Moi, j'élude pas une hypothèse où, par exemple, on arrive en petit groupe, t'as Van Aert et imaginons Mathieu Brennan, j'élude même pas l'hypothèse que Van Aert l'emmène. Ah oui, si ça joue des places d'honneur, oui, c'est pas. Ça serait pas, ça serait pas complètement dingue. Arnaud Dely devant Wout van Aert, la cote est à 2,37. Hein. Très belle cote. Je vais pas y aller, mais non, moi, Van Aert, raisonnement se tient. Je suis pas rassuré. Alors il y en a qui s'emballent un peu après son chrono, et on peut en parler, on peut en débattre. Honnêtement, pour moi, un chrono, c'est pas non plus totalement révélateur. Alors oui, ça peut montrer un état de forme, ça, il y a pas de souci. Mais quand tu as des capacités, quand un chrono te correspond, tu peux ne pas être en forme et aller faire un résultat. C'est un effort court, c'est un effort qui est intense, mais qui n'est pas révélateur d'une journée sur 200 km. Et pour le coup, j'ai un exemple parfait. L'année dernière, au moment où il est totalement cramé, Lenny Martinez, les courses par étapes où il y a un chrono, c'est les seules étapes où on voit Lenny Martinez faire quelque chose. Au-delà de ça, il était invisible. Donc pour moi, le chrono de Wout van Aert n'est pas forcément révélateur d'une grande forme et d'un Wout van Aert qu'on va retrouver glorieux du côté de Lumut et Lousblat. Pour moi, ce Wout van Aert-là m'a absolument pas convaincu sur les dernières courses. Le Tour de France 2022, quand la première victoire de Vingegaard, quand Roglic est bandé de partout parce qu'il s'est cassé la gueule en Bretagne, sur le chrono, il est bon. Hein. Voilà, non, mais c'est clair que c'est un type d'effort où même pas ouf, on peut faire illusion. Hein. On a déjà vu aussi des mecs sur des courses à étapes être très très forts sur les chronos et on se dit vas-y, c'est bon, le mec est chaud. Première étape de montagne, il n'y a plus personne. Hein. Ça, on l'a vu sur les grands tours, on l'a vu 1 milliard de fois. Après, c'est vrai. Après, faut aussi le dire, c'est vrai que il y a des hommes en forme, ils vont faire des choses fabuleuses sur un chrono. Par exemple, le chrono d'Algarve, là, le dernier qu'il y a eu, Soderwirst, on sait qu'il est en forme et son chrono nous l'a prouvé. Mais au-delà de ça, le chrono de Van Aert, moi, j'en ferai pas non plus quelque chose de révélateur pour me dire, on a un Van Aert retrouvé, un peu comme Jonas Vingegaard, tu vois. Parce qu'au final, la montée de Vingegaard, elle était ce qu'elle était. Il a gagné le chrono, mais un Vingegaard en forme aurait fait beaucoup mieux que ça. Je pense que sur l'étape qui est remportée par l'UAE, c'était Christen. Par Christen devant Almeida. Je pense que sur cette étape-là, si Vingegaard est en forme, enfin tu vois, du vrai grand Vingegaard, je pense. Alors attention, il a fait mal à tout le monde hein, quand il a attaqué, il a bien pendu tout le monde. Mais il y a 4-5 mecs qui se sont accrochés à ses basques. J'ai envie de dire, dans les mêmes circonstances, à la même date, le même jour, est-ce que Tadej Pogačar remporte cette étape avec la même équipe hein, parce que c'est la Visma qui a fait un peu défaut ce jour-là. On met à Pogačar l'équipe de la Visma, est-ce qu'il gagne l'étape?
Il l'est plus. De toute façon, tu mets Pogacar avec la même équipe. Pogacar est seul parce que Vingegaard était seul. Et oui, Pogacar te dépose. Après, c'est pas les mêmes types de coureurs. Sur l'explosivité, Pogacar, il fait déjà un écart. Que Vingegaard n'a pas cette explosivité. Il était mieux quand même. Il était mieux quand même jusqu'à sa chute au Pays Basque l'année dernière. Il a les watts pour la faire. Sur San Luca, on le voit là sur le Tour de France, deuxième étape. Quand Pogacar accélère, Vingegaard il décroche pas de la roue. Et San Luca, on est sur un vrai fort grimpeur puncher. Ouais. C'est dingue le vélo. De toute façon, on a beau parler, on a beau faire ce qu'on veut. Voilà, on a beau parler on pourrait commencer à parler d'une course de kermesse, une kermesse 2.10 000 au fin fond de la Lituanie. À la fin, on arrive toujours sur Pogacar contre Vingegaard. C'est dingue, c'est ouf. Pourtant, quel rapport avec du coup, au-delà des match-up, moi j'aurais une question pour vous deux. Ah, tu veux savoir qui est l'échappée matinale pour les joueurs de Side Limit? Non, c'était pas, mais on peut y aller. On peut y aller juste avant. Ça sera un peu compliqué parce qu'en fait l'épreuve de ce week-end sur Side Limit, il y a le Nieuwsblad, il y a Kuurne-Bruxelles-Kuurne, mais il y a aussi la Faune Ardèche classique et là, enfin les deux courses qu'on eu en France. Donc faut essayer de trouver un électron libre parmi ces 4 courses. Donc voilà, moi si j'avais un électron libre à choisir, j'irais plutôt sur Maël Guégan qui aime bien se montrer à l'avant. Quand il y a la télé, Maël, il aime bien aussi. Non mais il est chaud Maël en ce moment là. Et puis allez le voir, allez le follow sur ses réseaux sociaux parce qu'il fait vraiment partager, il fait vivre sa passion. Il est hyper ouvert, hyper sympa. Ouais Thibaut. Sinon, au pire, tu prends un Victor Vercouilly, tu sais qu'il va toujours à l'avant, voilà quoi. Et puis, enfin, il fait partie de la Flandre baloise. C'est une équipe que t'es quasiment sûr de retrouver présente devant. Autant prendre un mec qui va et qui arrête pas de se montrer quoi. Ça, on peut le rajouter pour les Ligue 3 et pour les Ligue 4, des coureurs qui sont pas encore sur Side Limit, mais on peut jouer avec malgré tout en Ligue 3 et en Ligue 4. Donc Thibaut, ouais, t'allais poser une question, t'allais pas parler des électrons libres, t'allais parler d'autre chose. Non, mais on est là, on va jouer entre nous. Donnez-moi un top 10. Un mec dans le top 10 qui finira pour vous dans le top 10. Bah, Jelte Christen. Ok. Enzo? Vous voulez que je dise Paul Magnier pour vous faire plaisir? Non, bah attends, Enzo, allez, trop facile. Paul Magnier. Tu triches Enzo, là tu ne joues pas le jeu, c'est pas bien Enzo. Attends, mais parce que vous êtes sûr qu'il va finir top 10? Parce que moi je suis pas sûr qu'il va finir top 10. Mais c'est un monstre. Je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin, amis auditeurs du podcast Le Coup Tordu, je vous le dis, c'est un type de coureur qu'on n'a jamais eu en France. Ça a existé, Arnaud Delis, Van Aert, voilà ce style de sprinter puncher ultra puissant, des monstres physiques. On en a eu dans d'autres pays. En France, on n'a jamais eu un profil comme ça. Trouvez-moi un profil qui ressemble à Paul Magnier. Ce qui se rapproche le plus, c'est un peu à Alain Philippe. Mais Alain Philippe, c'est plus grimpeur. C'est plus puncher, en fait. C'est plus dans le lactique, c'est plus le mur de Huy. Typiquement, Magnier, je le vois pas gagner la Flèche Wallonne. Clairement pas. Mais ce type vraiment on va dire, de brute épaisse, et je le dis dans le bon sens du terme, de monstre physique, en France, de mémoire, on n'a pas eu. Je vous ai éteint tous les deux là. Enzo? Non, je suis en train de regarder la start list et je cherche un top 10. Qui c'est que je pourrais mettre en top 10? Qui c'est qui est là-dedans? Il va nous mettre le Renfrex. C'est vrai que Bigny est forfait, donc ça laisse des ouvertures. Du coup, ça fait une équipe en moins qui a un intérêt à arriver au sprint. C'est vrai. Les gars, la question, est-ce qu'il faut trouver un truc qui tu dis, ah ouais, c'est une bonne idée ça. J'arrive pas à me décider. Allez, Fred White. Pas mal. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des Bahreïn, qui sont très en forme en ce début d'année. On leur avait pas. J'allais faire une vanne, j'allais dire, on leur avait pas donné la recette du monoxyde l'année dernière. Bon, ils se sont retrouvés là. On rigole évidemment. On plaisante, mais ouais, c'est vrai. Non, les Bahreïn sont très chauds, sont très très chauds en ce début de saison. Très très bon. Les AG2R aussi, qui font un très bon début de saison. Ah, j'avais pas vu, il est là, mon Ramsus Pedersen. Il est là. Putain, Ramsus Pedersen en top 10, ça aussi, c'est un truc. Voilà, le vainqueur, il est là. Ramsus? Ouais. Ça serait une putain de surprise.
c'est vrai qu'on l'a vu sur le Tour des UAE, il était plutôt en équipier, mais c'est vrai que je vois pas de suprême leader du côté des décathlons. Après, le problème, c'est que est-ce qu'on va pas vraiment lui, le problème de Ramsus Pedersen, c'est quand tu lui dis tu fais équipier, il dit ok, je fais équipier. Il paraît que même à Nantes, je pense que en 2023, quand il était à Nantes, je pense qu'à mon avis, il y a certaines courses, il aurait pu largement être leader, mais on lui disait d'être équipier. Anthony Ravard nous en avait parlé dans le podcast. C'est un garçon qui a un excellent état d'esprit. Il a aucun problème à se sacrifier pour les autres, pour le collectif. Pour lui, il a aucun souci à passer le ballon. Donc c'est un peu le seul truc qui me fait peur sur Ramsus. Mais ouais, je serais pas surpris. Je vais pas le prendre, mais je serais pas surpris à le voir. Je serais pas surpris à le voir top 10. Bon les gars, un petit truc à rajouter sur Snodblatt. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. Ouais, non, on a fait un beau petit tour. On a parlé de tout le monde. À peu près, on n'a pas parlé de la Groupama, on n'a pas parlé d'Ineos. Bon, après, Kung, il est un peu aux fraises en ce moment, je trouve. Oui, mais bon, il va être pas mal. Justement, si on parle un peu de la Groupama, au vu de cet effectif, est-ce que tu penses qu'il y aura quelqu'un qui sera à chaque fois représenté devant? Et est-ce que tu penses pas que, par exemple, comme l'année dernière, les Groupama étaient un peu piégés, c'est eux qui ont roulé pour qu'il y ait des jonctions à l'avant. Est-ce que c'est pas un peu l'équipe qui va un peu favoriser ces regroupements et ce scénario sprint? Pour moi, ça fait partie des équipes où malheureusement on n'aura un temps de retard. Jamais les éléments devant, on aura toujours un train de retard comme tu le dis et on va devoir se mettre à la planche pour rattraper une situation qui est un peu catastrophique et on va favoriser un peu le sprint réduit parce qu'au final, les écarts seront proches et avec des écarts proches, tu auras d'autres équipes qui vont rentrer dans la danse et leurs sprinters vont être intéressés et de plus en plus par un sprint réduit. Là, le problème, c'est que toujours le même. Si des équipiers sont moins forts que les leaders à l'avant, ça rentre pas. Et je pense qu'on aura vraiment que les mecs forts à l'avant, avec les plus grosses armades à représenter. Et derrière déjà des équipes moins comme l'année dernière. L'année dernière, tu regardes le groupe. C'est sorti solo. Enfin, je veux dire, ils sont sortis à deux et ils n'ont pas été revus. Oui, mais avant. Non, mais que ça rentre avant, je dis pas. Mais si ça ressort derrière, ça n'a pas réussi à rentrer sur deux mecs en solo. Et encore 1,5 parce que Polite a quand même fait beaucoup de boulot. Ah ouais, mais ils sont rentrés dans le mur de Grandmont. Et pour le coup, là, est-ce que, en fait, à chaque fois que ça se produit, est-ce que vraiment des hommes qui sortent ne sont pas rejoints? C'est ça aussi la question. Parce que quand tu regardes les groupes qui se sont extirpés, et l'année dernière, c'était quoi? À 60 km de l'arrivée, 70? Tu regardes les hommes, tu fais bon, ok, c'est terminé, quoi. Et pourtant, ça l'a pas été. En tout cas, ça paraît assez ouvert tout ça, mais derrière, moi aussi, moi, ce qui me met aussi sur le scénario de sprint, c'est que dans les équipes, il y a aussi des belles machines à rouler, Johan Jacob, Kevin Geniest, tu vois, ça voilà, s'il y a des mecs devant, s'ils se prennent ces gars-là pour un mec comme Stéphane Bissecker, elle est en forme aussi, s'il a un coup de retard et qu'il se met à rouler pour les décathlons, donc en fait, il y a et puis si ça refuse de rouler aussi avec les UAE, après, avec les points UCI en ce moment, il y a toujours un mec qui a un intérêt à rouler, même pour aller châter une 8e place, mais bon. Donc, voilà, écoutez. Ouais, et puis même, moi, par exemple, une équipe qui peut être intéressée pour un sprint, ça peut être l'Auto. L'Auto peut rouler dessus. On a dit que Dely, tu regardes son interview, il a dit qu'il est quand même beaucoup plus mesuré, beaucoup plus intelligent. Est-ce que c'est pas dans son intérêt de éviter de faire le chien fou, suivre les coups, se faire piéger et laisser son équipe maîtriser pour lui? C'est trop foutreux comme tactique. Mais quand tu vois les même tactique pour la Soudal. Mais attends, à part Ballerini, je suis désolé, 2021, j'ai même pas envie de le mettre dans la balance tellement. Ça n'a rien à voir, Ballerini premier, Aski deuxième, ça va quoi. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a comme startlist cette année. Archie semble d'accord avec toi. C'était Archie ou Juggy, Thibaut? C'était Juggy. Juggy est d'accord avec toi, Enzo. Une chance sur deux. Mais ça, je sais pas. Puis même, les gars, moi de toute façon c'est simple. Depuis que j'ai vu Anthony Perez
gagné en solitaire. Alors, je sais plus si c'était la Faunodrome. Ah ouais, il y avait un vent de face de avec ouf ce jour. un vent à 60 km/h dans la gueule et que personne ne rentre dessus. Je suis désolé, le coup du vent de face, je n'y crois plus. Voilà, c'est simple. Pour moi, ça ne rentre même plus en ligne de compte, tu vois. Il y a des nouveaux textiles qui pénètrent mieux mais peut-être. Ah, peut-être. Je sais pas. C'est vrai qu'il y a un truc. Les codes du vélo sont. Les codes du vélo sont complètement refaits ces derniers mois et ces dernières années. Donc, on va. Ouais, Thibaut, t'as l'air. Vas-y, Anto. Non, si je dois me mettre dans votre scénario, je dirais Philipsen, tout simplement. D'accord. Voilà. Ok, ça marche. Bon, on va se faire un petit rappel des pronostics. Thibaut, je te laisse la main. Moi, allez, je te donne un podium complet. Allez, vas-y. J'ose. Magnier devant Philipsen et... Allez, est-ce que je tente un truc assez fou? Allez, je tente. Troisième, Tim Tomtenberg. Enzo. En premier, Morgado. Deuxième, Dely. Troisième, Pitcock. Le match-up également pour toi Thibaut, donc Arnaud Dely devant Wout van Aert. C'est quoi ce podium foutreux? Parce qu'il y aura un tout petit groupe derrière Morgado et le peloton plus loin derrière. Ok. Ça éclate un peu et donc moi ça sera la victoire et le top 3 de Paul Magnier. Donc on sera sur bankroll, on va dire. Hop. Avant de donner ça, même si c'est pas des paris, je veux ton top 3. D'accord, alors ok, donc premier, donc Paul Magnier, donc la victoire, je crois qu'on est sur une cote aux alentours de 15, donc ça sera 0,25 de bankroll, et le top 3 ça sera donc 0, donc c'est 2,50€ sur une bankroll de 10 000 €, donc voilà, donc vous avez compris, 25 centimes sur une bankroll de 1 000 €, et donc 0,750 sur une bankroll de sur le top 3, voilà, 0,750 sur le top 3, donc à 7,50€ sur une bankroll de 10 000 € pour Paul Magnier. Donc mon top 3, donc la victoire de Paul Magnier, le stagiaire. Après Thibaut, tu vas me faire regretter parce que je vais mettre des mecs que je vais pas mettre et en fait tu vas voir, Riley Sheehan va finir deuxième et la cote elle doit être monumentale, je vais pas la prendre et je vais me manger les je sais pas. Attends, je vais te dire. Ah moi à mon avis le top 3 de Riley Sheehan, à mon avis il est au moins 15. Ouais, je sais pas, il est à 300 en victoire. Ouais. Mais faut pas avoir de regrets. Mieux vaut regretter un gain que pleurer une perte. Bon, tu sais quoi, vu que la victoire est à 300, je vais rajouter dans mes bêtes le top 10 de Riley Sheehan. Si la victoire est à 300, je pense qu'on aura un top 10 au moins à 15 ou à 20. Donc il y aura une petite croquette également sur un top 10 de Riley Sheehan. Donc Riley Sheehan à la deuxième place. C'est vraiment ton chouchou celui-là. Ah ouais, non, mais il est chaud en plus en ce début de saison. Il est vraiment, moi j'adore cette histoire-là. Le stagiaire, le mec était stagiaire, quoi. Il gagne Paris Tour, quoi. Stagiaire, quoi. Et troisième, Arnaud Dely. Ok. Voilà. Ouais, donc ça rejoint un peu, vous rejoignez quand même mon avis sur le match-up face à Van Aert. Ouais, mais j'y crois pas trop. Enfin, j'y crois pas trop. On va le voir. Les mecs restent forts. Mais pour jouer le podium, je pense que ça va être trop juste. Oui, mais tu rejoins mon avis que Dely finira devant. Ah oui, je pense que si tu mets les deux au sprint samedi, Dely finit devant. Pas par contre, je pense. On vous a mis au moins d'accord sur un truc dans ce podcast. C'est pas mal. Après, Dely, c'est pas comme s'il est sorti des meilleurs sprints de sa vie non plus en début de saison. Ouais, mais il arrive à domicile. C'est toujours mieux que Van Aert, après. Il a l'air, il est à domicile, quoi. Donc, non, moi, Dely, je lui fais confiance. Et ben, merci beaucoup pour ce coup tordu, les amis. Enzo, il y a une preview sur ton site The Big Gear. Ouais, elle va partir dans la soirée, je pense. Parfait. Donc, voilà, on enregistre le jeudi soir. Donc, vous allez l'avoir le temps que le podcast sorte. Thibaut, il y a des choses sur Vélo Futé. Exactement. Il y a la preview de Titouan qui est sortie et que j'ai complété pour le Loop. Et puis, moi, j'ai sorti la preview de Kurn-Bruxelles-Kurn qui a lieu le lendemain. Donc, tu peux déjà aller te faire un avis en lisant
cette preview. D'ailleurs, je vais compléter la météo, comme ça au moins ce sera bon. Et pour le reste, on va bientôt avoir la preview aussi d'Enzo sur l'Estrade qui va sortir. Je ferai des petits compléments, mais dans la globalité, on va commencer à enchaîner parce qu'après, moi, je vais partir sur les étapes de Paris-Nice. Est-ce qu'on se retrouve à la première de Paris-Nice là le dimanche matin là? Tu viens ou pas, Thibaut? Moi, je serai là. Enzo, tu seras là? C'est Montesson ou pas? Je crois, ouais. Ouais, Montesson, c'est pas loin de chez moi, il y a moyen que j'y sois. Bon, vous savez quoi, là, on sera mis, s'il y a des auditeurs du coup tordu, là, vous avez envie de venir nous retrouver, on vous tiendra au courant, mais on se fera un petit rencard, tous ensemble, on essaiera de se voir, de se rencontrer pour la première étape de Paris-Nice avant le départ, là, le dimanche et le 8 mars, hein, c'est ça? Ouais, ce qui est bien, c'est que le départ, il y a l'arrivée dans le même patelin. Hein. Ouais, exactement. Je le dis ou pas, les gars? Ouais, oui, j'en ai parlé avec quelqu'un tout à l'heure. J'avais Guillaume Digradia tout à l'heure au téléphone et c'est ce qu'il me disait. Voilà, on parlait de la première étape de Paris-Nice. Et donc voilà. Donc petite surprise. Voilà, petite surprise. Regardez bien Bistro Vélo lundi. Voilà, j'espère que je vais réussir à vous faire partager tout ça au mieux. Donc voilà, je vous le dis. Voilà, regardez. Voilà, Eurosport. Voilà, le replay en direct. Il va y avoir un petit truc. On va dire que voilà, le coup tordu, va faire un coup un peu tordu. Voilà, j'en dis pas plus. On n'en dit pas plus. C'est toi qui es maître de ça. Bon, merci encore pour ce coup tordu et puis on se retrouve très très vite. Allez, ciao les amis. Allez, vas-y, ciao. Salut à tous.